Salut à tous, c'est Lolupo, bienvenue sur Games Offenders et on se retrouve pour la vidéo technique que j'avais annoncée il y a quelques semaines. Juste avant qu'on commence la vidéo, je voudrais faire un grand merci collégial à toutes les personnes qui ont vu la vidéo, qui ont réagi à la vidéo. Voilà, il y en a eu pas mal par rapport à l'audience qu'on peut toucher classiquement sur Games Offenders. Voilà, il y a eu des amis, il y a eu de la famille, il y a eu même des abonnés qui sont venus me voir spontanément pour me dire qu'ils avaient apprécié la vidéo, qu'ils avaient compris certaines choses, que ça leur avait je sais pas, qu'ils avaient apprécié le message que j'avais essayé de transmettre à travers cette vidéo. Donc bah, je voudrais tous vous remercier. J'ai beaucoup apprécié. C'est vrai qu'après tout ce travail, ça fait vraiment chaud au cœur de voir on a pu toucher certaines personnes. Donc voilà, tout simplement, merci à tous, quoi. Donc aujourd'hui, on va aborder plusieurs points. J'ai mis mon téléphone là pour essayer de structurer un petit peu la vidéo parce que je voudrais vraiment la faire d'une seule prise assez naturellement. Donc les points qu'on a à voir aujourd'hui ensemble, c'est le matériel utilisé sur la vidéo de Lobster. Donc je vais vous présenter tout le matériel utilisé. Je vais surtout vous parler de prix. Et si j'oublie en fait de citer le prix à chaque fois, normalement je mettrai une petite incrustation. Ensuite, je vais expliquer les principaux plans de la vidéo, notamment le dolly zoom en introduction, qui est un peu le plan central en fait de la vidéo. Bah, pour tout vous dire, la vidéo de Lobster, pour moi en tout cas, elle était vraiment liée à ce plan. Et si j'avais pas pu le faire, je sais pas si j'aurais pu vraiment faire la vidéo de Lobster, quoi. Donc c'est vraiment un plan central de cette analyse. Je vais parler du plan aussi où je monte les escaliers pour aller à la gare. Je vais parler aussi de comment j'ai réussi à me filmer tout seul. C'est notamment lié au matériel que j'ai utilisé. Comment j'ai fait pour éclairer, parce que j'ai tenté, on va dire, de créer une ambiance dans cette vidéo, notamment tous les plans où je suis facecam, et on voit la télévision en arrière-plan. J'ai tenté d'éclairer moi-même avec le matériel que j'avais chez moi à disposition, donc voilà, je vais en parler un peu. Et puis en troisième point, on va parler un petit peu de montage, réalisation, je vais vous donner un petit peu mon point de vue. Et puis je vais surtout vous parler de quelques bouquins en fait qui m'ont pas mal aidé à mettre au point cette vidéo. Donc on va commencer tout de suite avec le matériel. Donc le principal outil évidemment, donc c'est la caméra. Alors hop, je cherche le miroir qui... Voilà, je l'ai trouvé. Donc avec ce petit miroir, je vais pouvoir vous montrer la caméra que j'utilise. J'espère que je vais y arriver. Voilà. Voilà. Donc c'est un Canon 77D, donc je peux pas vous le montrer vraiment à la caméra puisqu'en fait il me filme actuellement. Donc c'est un appareil photo de type DSLR, donc c'est un réflexe hein, tout simplement. Il vaut 855 € boîtier nu, donc boîtier nu c'est sans l'objectif. Moi c'est le prix que je l'ai payé en mars 2017, mais je crois qu'actuellement il vaut facilement 200 ou 300 € de moins. Même en neuf, et je crois qu'en occasion il doit être plutôt autour des 400 €. Donc c'est un appareil qui vaut plus très très cher actuellement. Pour vous parler de cet appareil, donc c'est à peu près l'équivalent du 80D. Alors pour ceux qui connaissent pas très bien les appareils photo Canon, disons que il y a eu un appareil photo Canon qui était très 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 populaire chez les youtubeurs qui s'appelle le Canon 70D pardon, qui est utilisé notamment par un youtubeur américain qui s'appelle Casey Neistat, qui faisait du vlogging, etc. Donc lui, il utilisait beaucoup cet appareil photo-là. Et puis ensuite, il y a eu son héritier, qui est le 80D, qui est sorti l'année dernière, à peu près en même temps que le 77D. Et en fait, la différence entre le 80D et le 77D, c'est que au niveau des fonctionnalités photographiques, vraiment juste photo, le 77D est un petit peu en dessous. Mais en termes de vidéo, il fait exactement la même chose que le 80D. Donc c'est un appareil photo qui est, en termes de vidéo, équivalent au 80D et qui coûte moins cher parce que le 80D était à plus de 1000 € quand j'ai acheté celui-ci. Donc moi j'ai acheté cet appareil photo là parce que j'avais déjà un boîtier Canon à l'époque. J'avais un réflexe Canon à pas cher et puis j'avais déjà acheté voilà, quelques objectifs, mais j'en parlerai juste après. Donc pour moi, c'était un moyen de ne pas avoir à racheter mes optiques. Et puis aussi, un point crucial en fait, qui a fait que j'ai acheté cet appareil-là, c'est qu'en fait, les boîtiers Canon ont un très très bon autofocus. Donc notamment là, en ce moment, je suis en train de me filmer avec l'autofocus
automatique, donc réglé sur mon visage. Là. Donc là, en principe, je peux bouger, vous voyez. Je peux m'orienter dans le plan, etc. Il est censé garder un tracking plutôt bon sur mon visage. Alors, c'est pas en termes de détection de visage qu'il est forcément le meilleur, mais disons que quand on met un point, donc quand vous faites votre cadrage, vous posez la caméra, vous faites votre cadrage, vous déterminez avec l'écran tactile un point où le focus doit être constant, et en fait, le focus est plutôt bien géré par l'appareil photo, et donc ça vous évite d'utiliser tout ce qui est follow focus, etc., que vous pouvez avoir dans de la production vidéo professionnelle. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un follow focus, en fait, c'est donc là vous avez un objectif, voilà, et vous avez donc ça c'est une focale fixe. Pareil, je vais parler un petit peu de photographie dans la vidéo, mais je pourrais pas tout expliquer. Je pense que si vous êtes amené à faire de la vidéo avec un appareil photo, c'est bien quand même d'avoir des notions de photographie. Donc je pourrais pas forcément vous les expliquer, mais voilà, sachez que si vous voulez filmer, on va dire, dans les meilleures conditions et savoir vraiment ce que vous faites, ayez des notions de photographie, notamment sur le triangle d'exposition, ouverture, shutter speed et ISO, c'est très très important, notamment sur les effets de l'ouverture, sur la profondeur de champ, enfin tout ça c'est vraiment du B à bas, quoi. Donc pour revenir sur le follow focus, donc là normalement on l'a sur l'objectif, donc là c'est une focale fixe, donc c'est pas un zoom. Vous avez une bague de focus ici, et donc en production professionnelle, on va dire, ils vont avoir une roue crantée ici, là, sur cette bague de focus, avec une petite molette ici qui va permettre de gérer le focus manuellement par un opérateur qui est dédié uniquement à la gestion du focus. Et donc moi, comme je me filmais tout seul, je pouvais pas avoir ce matériel-là parce que personne pouvait tenir la caméra pour moi. Et puis sur des appareils, sur des objectifs pour appareils photo, c'est pas vraiment bien adapté. Enfin, vous pouvez avoir des follow focus hein, pour des objectifs d'appareil photo, il n'y a pas de souci, mais disons que c'est moins fait pour ça, disons quoi. Donc voilà. Et puis bah voilà, la principale contrainte que j'avais, c'est que je me filmais tout seul, donc j'avais besoin d'avoir un appareil qui a un focus performant et qui sache aussi avoir une gestion du focus douce et constante. Et c'est le cas de ce Canon, en fait, qui a une technologie qui s'appelle le Dual Pixel Autofocus, qui est vraiment un truc spécifique à Canon et qu'on trouve pas du tout chez les autres constructeurs. Là, il y a Sony qui a une détection sur les yeux qui est plutôt pas mal, mais à l'époque, en mars 2017, quand j'ai acheté cet appareil photo, c'était vraiment Canon qui avait le meilleur autofocus. Même actuellement, avec les prochains appareils photo, notamment le Canon EOS R, là, le prochain hybride qui va sortir, a priori, ils vont quand même garder leur avantage sur l'autofocus. Donc c'était vraiment le point décisif pour l'achat de cet appareil photo. Ensuite, j'ai filmé donc, avec ce Canon, mais j'ai évidemment utilisé un objectif. Donc j'ai utilisé, hop, je vais essayer de vous le montrer correctement à la caméra. Hop. Voilà, donc ça c'est le EFS de chez Canon, 24 mm. Donc en fait, Canon, il y a plusieurs gammes d'objectifs. Celui-ci c'est un EFS, donc EFS c'est pour les appareils photo moyens de gamme comme moi j'ai, comme le 77D, comme le 80D. C'est des objectifs pour appareils photo qui n'ont pas un capteur plein format, donc APS-C. Ça c'est pareil, je vous invite à vous renseigner. Mais l'avantage en fait de ces objectifs, c'est qu'ils coûtent vraiment pas très cher. Et notamment celui-ci, il coûte que 140 €. Et c'est plutôt un bon objectif. Et en plus, c'est un grand angle, c'est un 24 mm. C'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir un champ de vision vraiment très élargi. On va pouvoir voir beaucoup de choses. Et moi, en fait, comme je me filmais en intérieur et beaucoup dans mon appartement, et que j'habite dans un appartement parisien, eh bien, ça m'a vraiment servi en fait d'avoir ce grand angle. Et je pense que j'aurais pas pu faire autrement que d'utiliser un grand angle comme cet EFS de 24 mm. Moi, je suis plutôt focal fixe. Je fais un petit peu de photographie sur mon temps libre. J'ai un seul zoom, c'est un objectif de kit en fait qui était fourni avec mon appareil photo qui est le 18-55, qui est, on va dire, l'objectif qui est fourni avec quasiment tous les boîtiers Canon quand vous les achetez en kit avec un objectif. Mais moi, vraiment, j'utilise beaucoup ce 24 mm en photo et aussi ce 50 mm qui est aussi une focale fixe. Donc voilà, donc j'ai vraiment filmé tout le temps avec ce 24 mm.
Alors que d'habitude, voilà, en vidéo, les vidéastes vont plutôt préférer un zoom parce que du coup, ça peut changer le. Vous pouvez resserrer votre cadre, vous pouvez vous éloigner de votre sujet. Enfin, ça pose moins de soucis, on va dire, dans la gestion de la caméra. Mais moi, je suis habitué en fait à bouger la caméra, changer le point de vue, etc. Vu que j'utilise une focale fixe d'habitude pour la photo. Donc, ça m'a pas du tout gêné. Et au contraire, je préfère. Ensuite, pour le micro. Donc j'ai utilisé celui-ci, donc qui est un micro shotgun de chez Rode, que j'ai acheté en bundle avec cet autre micro qui est un micro cravate de chez Rode aussi. Alors j'essaie de vous les montrer un petit peu de. Voilà, donc le micro cravate et le shotgun. Voilà. Donc ça, je les ai achetés tous les deux en bundle sur eBay à 140 €, les deux. Hein. Sachant que celui-ci, il vaut bien 150 € à lui tout seul, je crois. Et donc ça, donc on dit que c'est un micro shotgun puisque déjà ça a la forme d'un pistolet. Et puis en fait ça va prendre le son dans une seule direction, donc la direction du micro, uniquement par là. En principe tout ce qui est les sons environnants ne sont pas captés. Et en fait vous le fixez, donc là c'est une autre caméra hein, que j'avais pris pour exemple. Vous le fixez voilà, sur le haut de l'appareil photo. Et ensuite, tu avais la prise jack, vous la branchez sur l'appareil photo, et c'est un truc extrêmement courant chez les youtubeurs, ils utilisent tout ça. Voilà, c'est un micro de plutôt bonne qualité. J'ai utilisé ça donc pour tout ce qui était les scènes en extérieur, le moment où je me filme tout seul, où je parle avec mon double, tout ça, j'ai enregistré le son avec ce micro-là. Et puis, pour tout ce qui était les parties facecam, où j'ai la télé derrière, j'utilisais le micro-cravate. Et puis j'ai fait une erreur, c'est que j'ai enregistré les voix off avec ce micro-là, le Blue Yeti, qui coûte lui environ entre 80 et 100 € en fonction des offres que vous pouvez trouver sur internet. Donc si vous avez bien compté, ça fait 3 micros différents. Moi je considère que c'était une grosse erreur de faire ça parce que si vous faites attention dans la vidéo, vous verrez qu'il y a des timbres de voix différents, pourtant c'est toujours moi qui parle. Chaque micro, on va dire, est différent. Il a une façon différente de capter le son. Ça va pas donner forcément le même timbre derrière. Et c'était vraiment un merdier pour moi ensuite sur le logiciel de montage d'égaliser. En plus, ils n'avaient pas forcément tous le même gain au moment où j'ai enregistré. Enfin bref, c'était assez compliqué. Je pense que si j'avais mieux anticipé ce problème-là, je n'aurais utilisé que ces deux-là. Voilà. Et j'aurais pas utilisé le Blue Yeti qui était vraiment en trou. Ensuite, j'ai utilisé un trépied, voilà, je vous le montre. Donc ça, c'est un trépied photo de la marque Manfrotto. Donc il est pas très cher, il coûte, moi je l'ai payé 50 €. Donc voilà, là c'est un trépied télescopique, hein, vous pouvez étendre voilà, les pieds comme ça. Donc il a deux trucs qui sont assez sympas. Donc quand je dis que c'est un trépied photo, c'est parce qu'en fait la tête, vous voyez ici, là, tout ça c'est la tête de l'appareil du trépied. En fait, elle a peu de mouvement en réalité. Un trépied vidéo, en fait, déjà la tête est beaucoup plus grosse, il y a beaucoup plus d'amplitude dans les mouvements, beaucoup plus de mouvements disponibles. Donc là, c'est vraiment un trépied très basique. L'avantage de ce trépied, en fait, c'est que vous pouvez... donc là, c'est mon ancienne caméra. En fait, vous avez une patte que vous allez fixer en fait sous la caméra et ensuite, hop, ça marche avec un clips. Voilà. Et très facilement, vous voyez, c'est bien agrippé, hein, je peux la retourner, pas de problème. Très facilement, vous allez pouvoir sortir votre caméra, aller chercher la carte SD, ce genre de choses, changer une batterie et hop, la remettre vraiment rapidement. Même, vous pouvez l'enlever du trépied puis l'utiliser sur une poignée comme ça ou à main levée carrément, puis après la remettre dessus. Enfin, c'est vraiment très pratique. Et puis, voilà, après, il est capable de bouger dans différentes directions, ouais, mais c'est pas extraordinaire. Disons qu'en fait, il est plutôt pas mal dans le sens où, une fois qu'on a défait les manettes, les mouvements qu'il permet de faire, si on se démerde pas trop mal, c'est assez souple. Voilà. C'est pas un trépied qui est... La tête est pas rigide, en fait, c'est ça qui est agréable, quoi. Donc ça, 50 €, je l'avais dit, je crois. Hop. Et puis, le dernier truc que j'ai utilisé, c'est ça. Donc ça, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un slider, vous voyez. Donc c'est un rail sur lequel est posé un petit wagon. Hop.
J'espère qu'on le voit bien. Hop, vous voyez le wagon là. Et donc en fait, vous posez la caméra hop là, comme ça sur le wagon. Et puis vous allez pouvoir faire des petits travelling comme ça, avant, arrière ou latéraux, enfin peu importe comment vous posez votre slider, quoi. Donc ça c'est un truc de la marque Newer. Bref, j'ai acheté ça sur Amazon à 35 euros. Ça vaut vraiment pas cher. Après, c'est pas du matériel de dingue. Normalement, sur les sliders, on va dire professionnels, vous allez avoir un petit moteur en fait qui va vous permettre de gérer soit avec une interface avec des boutons sur le wagon, soit avec une application smartphone carrément. Vous allez pouvoir gérer un mouvement en fait continu et dans la durée. Alors que là, en fait, c'est vraiment tout manuel, quoi. Donc, c'est vraiment à vous d'essayer d'être le plus constant possible, de pas faire de soubresauts, parce que ça tremble un petit peu quand même. Hein. Même si c'est sur le rail, on peut le faire bouger si on manipule mal. Et là, vraiment, la difficulté, c'est de maintenir un mouvement constant et dans la durée, quoi. Donc voilà, ça, 35 euros. Hop. Donc je crois que j'ai fait le tour Je regarde, mais... Oui, je crois que j'ai fait le tour. Ah oui, j'ai utilisé une carte SD de 32 Go. Voilà. Bon, évidemment, il faut une carte SD quand on utilise une caméra. Et le total du budget donc, pour cette vidéo, j'ai noté, moi, 1283 euros. Donc évidemment, le plus gros du budget pour la vidéo, c'est la caméra, le Canon. Après, moi j'aimerais en fait transmettre un message, c'est que le matériel, en fait, il a peu d'importance en réalité. Moi, je vous ai beaucoup parlé du Canon là tout à l'heure, là, l'autofocus. J'espère que je ne suis pas trop perdu, mais voilà, pour moi, j'ai insisté un petit peu là-dessus parce que fallait vraiment que je vous explique que j'ai pris ce Canon parce que j'avais besoin d'un autofocus performant. Mais en fait, ce Canon, disons que c'est pas vraiment la meilleure caméra vidéo du marché, c'est-à-dire qu'il fait pas de 4K. Il n'y a pas d'aide à la vidéo comme les Zebra ou le Focus Picking. Il ne filme pas avec des formats de colorimétrie flat comme le log, le C-log, le S-log, etc. Tout ça, c'est pas du tout disponible. Donc vous pouvez faire très peu d'étalonnage derrière sur les fichiers vidéo que vous allez sortir de cette caméra. Pareil, il n'a pas un débit de données qui est super élevé. Maintenant, on n'arrête pas de parler des caméras avec 400 mégabits seconde. Celui-ci, il enregistre un débit de 30 mégabits, quoi. Donc c'est pas oufissime. Par rapport au standard, on va dire, de vidéo actuelle, c'est vraiment pas une caméra qu'on pourrait conseiller. D'ailleurs, je pense que personne pourrait vous dire acheter un appareil photo Canon en ce moment pour faire de la vidéo. Tout le monde va vous dire acheter un Panasonic, acheter un Sony, etc. Mais en fait, tous ces appareils photo-là, effectivement, ils font de la 4K. Oui, celui-ci ne fait pas de la 4K, hein, il faut le préciser aussi. Il ne fait pas de la 4K, hein, seulement du 1080p. Donc voilà, tous ces appareils photo-là ont ces fonctionnalités, mais moi, vraiment, je cherchais l'autofocus en vidéo performant, que j'ai pas moi-même à gérer le focus, parce que je me filmais tout seul, parce que les quelques fois où j'ai donné la caméra à quelqu'un pour me filer un coup de main au moment du tournage, la personne qui tenait la caméra ne savait pas s'en servir plus que ça, donc il fallait que ce soit le plus facile possible pour elle, qu'elle ait juste à tenir la caméra avec le bon cadrage comme je lui avais indiqué, et puis c'est tout, quoi. Donc voilà, j'aurais pu acheter une caméra à 2000 balles, un GH5 à 2500 balles, en me disant il faut absolument que j'ai de la 4K, il faut absolument que j'ai le log, etc., etc. En fait, non, j'ai préféré acheter un Canon à 850 euros, qui est déjà une caméra assez coûteuse et qui m'a permis de faire qui m'a permis de faire le projet dont j'avais envie, quoi. C'est-à-dire que j'aurais pas pu faire ça si j'avais pas cet autofocus, j'aurais pas pu le faire avec un Sony A7 III ni avec un GH5. Donc vraiment, le matériel c'est important, mais il faut acheter le matériel qui correspond à vos besoins. Et en fait, même avec du matériel, on va dire, de mauvaise qualité, vous finissez toujours par trouver des biais et faire ce que vous voulez. C'est-à-dire que même si j'avais pas eu l'autofocus, je me serais démerdé, j'aurais peut-être pas fait ce plan. J'aurais trouvé quelque chose. Et vraiment, pour moi, cette caméra, ça symbolise tout ça, parce que cette caméra-là, qui est une pauvre caméra Panasonic de vacances, un truc familial pour filmer les enfants et les parties de jeu dans la piscine et dans le jardin, enfin bref, un truc vraiment bateau, quoi. En fait, j'ai filmé tous les épisodes de Tu connais avec cette caméra. Tous les épisodes ont été filmés avec celle-ci. Elle a un très mauvais autofocus. La balance des blancs, c'est une catastrophe. Enfin bref.
Et même un certain nombre de vidéos où je parle de cinéma, où je me filme en facecam, bah voilà, ça a été filmé avec ça, et c'est vraiment pas une caméra qui est fait pour ça à la base. Et en réalité, vous avez plein de youtubeurs aussi qui vont se lancer avec des webcams ou avec des téléphones portables, quoi. Donc voilà, le matériel, c'est relativement important. Tout ce qu'il faut, en fait, c'est avoir le matériel qui correspond à vos besoins. Bon, donc on va passer un petit peu aux explications. Je vais faire un changement de plan parce que je vais vous montrer comment j'ai utilisé Slider pour faire le, le dolly zoom d'introduction. Et puis après, on se reprend ici sur le siège pour que je vous parle du reste. Voilà. Bon, donc là on est dans mon salon, je vous montre vite fait comment j'ai fait pour faire le dolly zoom. Donc ici, vous voyez, donc là on est en face avec ma cuisine. Donc effectivement, j'ai utilisé le slider que vous voyez là. Par contre, ce que vous vous doutiez pas, c'est que le slider, en fait, oui, il est posé sur une table à repasser. Donc vraiment à la guerre comme à la guerre. Donc normalement le slider ici il a des pieds, là pour les besoins de la vidéo j'ai pas eu envie de fixer les pieds, mais normalement il a des pieds évidemment. Là j'ai mis deux mangas vite fait. Là j'ai mis la caméra, voilà, juste pour vous montrer. Et donc en fait un dolly zoom, qu'est-ce que c'est? Un dolly zoom, c'est en gros un travelling arrière, comme ceci, ou avant. Enfin, c'est plutôt arrière, hein. Normalement c'est arrière, effectivement c'est arrière, donc la caméra partait de là. Bon, il faut imaginer évidemment que je suis en face, là-bas, là. Donc hop, un petit travelling arrière, comme ça. Et en fait, en parallèle, vous devez avoir un zoom qui va permettre de corriger ce travelling arrière. Et comme ça, vous créez cet effet de dolly zoom. Donc, c'était ma compagne, Elodie, donc, qui maintenait le wagonnet, qui a essayé d'avoir un mouvement fluide, comme j'expliquais tout à l'heure. Et puis donc, l'appareil photo du Canon, donc son autofocus toujours, hein, le super autofocus du Canon était rivé sur moi, donc lui me maintenait lors du mouvement toujours en focus. Et puis après l'effet de zoom, moi je l'ai obtenu ensuite en post-production sur Adobe Premiere. J'ai fait un zoom dans l'image, donc j'ai pas du tout utilisé un vrai zoom sur l'appareil photo, hein. C'est un zoom en post-prod, donc ça donne pas tout à fait le même effet qu'un vrai dolly zoom, mais pour le rendu que j'attendais, disons que ça trompe l'œil, quoi. Disons que si on sait pas que ça a été fait numériquement derrière, on peut pas voir la différence. Ouais, donc c'est vraiment en mode débrouille, hein. C'est pour ça que je vous montre ça, même si pour le coup ça expose un peu mon appartement, encore une fois, mais c'est vraiment pour vous montrer que c'est vraiment truand de la galère, hein. C'est fait avec deux bouts de ficelle, quoi. Donc là, évidemment, oui, il y a une différence de niveau entre la table et la table à repasser, donc il faut imaginer qu'au moment où on a tourné le truc, je suis désolé, hein, je suis avec mon appareil photo en même temps, qu'au moment où on a tourné le truc, en fait il y avait une pile de bouquins sous les pieds qui était à peu près comme ça en fait. Voilà, donc là j'ai maintenu avec des mangas, des dictionnaires, etc. etc. quoi. Voilà. Bon, maintenant je vais vous montrer comment j'ai fait le plan de l'escalier. Vous allez voir, c'est assez simple. Là, j'ai posé la caméra à titre d'exemple, mais évidemment, lors du tournage, il y avait l'appareil photo Canon. Également, j'avais utilisé donc l'objectif 24 mm que je vous ai présenté tout à l'heure, hein, qui est celui avec lequel j'ai tout tourné quasiment. Et puis le trépied qui était posé au sol. Et donc, il y avait trois contraintes principales à la réussite de ce plan. La première, c'était qu'il ne devait pas y avoir de tremblement. Il fallait que l'image reste bien stable tout du long. Il fallait également que je sois dans le cadre tout le long de la montée. Et également, la troisième contrainte, il fallait que je sois bien net, qu'il n'y ait pas de problème de focus, que je ne sois pas flou à aucun moment de la montée. Donc la première contrainte, les tremblements et la stabilisation, on l'a réglé assez facilement en fait, puisque le Canon il a une stabilisation numérique qui est incluse dans le boîtier.
et qui est en fait fait à la base pour stabiliser les tremblements lorsqu'on prend des photos, parce que quand vous tenez un appareil photo à la main comme ça, vous n'avez pas de trépied, il arrive parfois qu'un petit mouvement de poignet en fait fasse trembler l'image. Et du coup, vous pouvez pallier à ça avec cette stabilisation numérique. Vous pouvez également l'utiliser en vidéo comme nous on l'a fait. Après, c'est pas une stabilisation qui est faite pour corriger des grands mouvements, des grands tremblements. Si vous marchez avec et vous vous filmez en même temps, ça va pas vous donner une image bien fluide et bien stabilisée comme avec un gimbal ou autre stabilisateur. Donc c'était vraiment pour pallier à des petits tremblements. Et comme de toute façon la caméra était sur le trépied, à vrai dire, il n'y avait pas beaucoup de tremblements. En fait, les seuls tremblements qu'il aurait pu y avoir, c'est lorsque Pierre, la personne qui m'a aidé à faire ce plan, maniait la tête du trépied. Voilà, éventuellement, il aurait pu trembler un petit peu dans le maniement, mais en tout cas, moi qui ai monté la vidéo, j'ai pas vu beaucoup de tremblements. Donc déjà, la stabilisation de l'appareil photo a fait le taf. Et après, moi derrière, on va dire en post-production, j'ai utilisé un effet de Adobe Premiere qui s'appelle Warp Stabilisation, qui permet aussi de pallier en post-prod à ces petits types de tremblements en fait, qu'on peut avoir lors de la prise de vue. Après, pour le cadrage, bah écoutez, voilà, il a desserré, on va dire, les manettes au maximum là, du trépied pour avoir le plus d'amplitude, de souplesse dans le mouvement. On a fait quelques prises d'entraînement où voilà, je montais l'escalier pour du beurre et puis d'essayer vraiment en regardant l'écran là, de maintenir le plus possible dans le cadre. Et puis voilà quoi, en fait, il a juste suffi de ça, voilà, de quelques prises et puis on a réussi à faire le boulot. Après, pour le problème de focus, donc j'utilisais évidemment la technologie de Canon, là, le Dual Pixel Autofocus, donc il y avait un tracking qui était fait par l'appareil photo sur moi. En fait, comme on filmait en extérieur et qu'il y avait déjà du soleil, donc j'ai dû refermer l'ouverture de mon objectif pour pas qu'il y ait trop de lumière qui rentre dedans et pour pas qu'il y ait une surexposition de l'image. Donc, pour résumer le truc, en fait, un objectif, vous avez un diaphragme dedans qui peut s'ouvrir ou se refermer, un petit peu comme la porte des étoiles de Star Wars. Plus il est grand, plus il y a de la lumière qui va rentrer, plus vous allez avoir une image éclairée. Plus vous allez le refermer, plus ça va être assombri. Voilà, ça c'est assez logique. Donc là, comme il y avait déjà beaucoup de soleil qui est rentré dans l'objectif, voilà, j'ai dû refermer un petit peu mon ouverture. Et puis, en fait, il y a une autre propriété en fait, qui est sous-jacente à tout ça, c'est-à-dire que quand vous allez travailler avec des grandes ouvertures, donc vraiment le diaphragme ouvert à bloc, en fait, ça va créer une faible profondeur de champ. C'est ce qu'on utilise dans la plupart des vidéos facecam, la plupart des youtubeurs, ils ont un petit effet de flou derrière en arrière-plan, même moi je l'ai fait sur la plupart des vidéos au cinéma. Donc ça, en fait, ça permet juste en fait d'avoir une seule zone qui est très limitée, qui va être nette et définie. Donc en général, la personne qui parle, donc le youtubeur, on va dire. Et derrière, tout l'arrière-plan va être flou. Et donc ça, c'est créé avec des grandes ouvertures. Et à contrario, quand vous avez une ouverture faible, on va avoir une très grande profondeur de champ. Vous allez tout voir en fait de façon nette. Et donc le fait d'utiliser une ouverture très serrée, déjà par le fait qu'il y avait du soleil, mais également parce que moi je savais qu'il fallait que je reste en focus tout le long où je montais l'escalier, et ben en fait j'ai vraiment refermé mon objectif au maximum en gardant évidemment une image bien exposée. Et puis bah voilà, ça a fait le boulot quoi. Il n'y avait pas trop de problème de focus puisque j'utilisais une grande profondeur de champ. Donc voilà. C'est comme ça que j'ai fait, oui, c'est assez simple. Allez hop, je pose le trépied. Donc ensuite, pour tout ce qui était les parties où je me filmais tout seul, donc les parties facecam avec la télé en arrière-plan, mais également la partie où je me filme avec je parle avec mon double, le moment où je suis sur le bureau ici et je suis en train de tourner la tête et il y a un changement de focus sur ma tête. Tout ça, je l'ai filmé tout seul, il n'y avait vraiment personne. Et donc encore une fois, j'ai utilisé l'autofocus de Canon. Quand je suis sur mon bureau, vous voyez, et que je tourne la tête et qu'il y a un gros plan sur ma tête et que le focus change en fait pour que je reste dans la zone de netteté, tout ça c'est l'appareil photo qui l'a géré de façon automatique.
Après, moi j'utilisais l'application Canon. Voilà, il y a une application sur smartphone qui vous permet de prendre le contrôle à distance de l'appareil photo et d'avoir un retour vidéo directement sur le téléphone. Donc en fait, ce que je faisais, c'est que j'allais poser hop, le trépied avec l'appareil photo à peu près où je savais que je devais me filmer. Je faisais un cadrage approximatif. Et puis ensuite, je venais par exemple sur le bureau. Donc on imagine que l'appareil photo et le trépied sont loin là derrière. Là, j'ai fait mon cadrage approximatif. Je me pose ici sur le bureau. J'ai mon retour sur l'appareil photo. En fait, c'est un retour, mais en fait, ça permet aussi de changer les paramètres de l'appareil photo. Donc, je règle l'exposition comme ça en me voyant vraiment sur l'appareil photo. Je règle le focus. Et puis, ensuite, je retournais éventuellement vers l'appareil photo s'il y avait un problème de cadrage, si je sortais en haut, s'il y avait des éléments du décor que je voulais dans ma composition qui soient dans le cadrage. Voilà, je faisais comme ça. Et puis ensuite, ce qui m'a permis aussi de faire ça, c'est que j'ai utilisé le format 2.35, donc avec les bandes noires. J'enregistrais plus d'images que ce que j'affichais avec mes bandes noires, si vous voulez. Donc en fait, moi après, avec mon logiciel de montage, en fait, je pouvais me balader, si vous voulez, dans mon cadrage. Donc éventuellement, ce sera peut-être plus clair si je vous montre des incrustations au montage de cette histoire de recadrage, mais en gros, ce que ça m'a permis de faire, c'est que si j'avais des éventuelles erreurs de cadrage lors du tournage, je pouvais les corriger ensuite au montage. Donc voilà, c'est ce qui m'a permis d'avoir des cadres qui sont plutôt esthétiques et qui correspondent à la vision que j'avais de la vidéo, quoi. On va parler un petit peu éclairage pour terminer les explications. C'est un point qui est très important dans la réussite d'une belle image. C'est un truc sur lequel je me suis vraiment creusé la tête en amont lors de la préparation de la vidéo de Lobster, parce que pour toutes les parties où je me filme facecam dans mon appartement, où il y a la télé derrière, je voulais vraiment avoir un look un petit peu doux, tamisé. Je voulais vraiment rendre une ambiance particulière à l'image. Et je voulais que ça se fasse par les éclairages, puisque moi j'ai un appareil photo qui ne me permet pas de faire beaucoup d'étalonnage après sur les fichiers vidéo que je récupère. Donc je voulais qu'il y ait vraiment une ambiance rien que sur la lumière qu'on capte dans l'appareil photo. Et quand je regardais, on va dire, des tutos sur YouTube sur la façon d'éclairer une scène, la plupart du temps, les mecs, notamment sur les chaînes tech, alors où je leur en veux pas, mais ils font un petit peu de la vente de produits, ils vous disent tout simplement, t'as qu'à prendre 3 softbox, tu les mets à 3 points différents de ta scène, et puis ça fait le taf, ça t'éclaire, quoi. C'est vraiment comme ça qu'il faudrait faire, quoi. Alors, le problème des softbox, je vous en mets une en incrustation, c'est que, en gros, c'est une ampoule derrière un panneau blanc, et ça donne une lumière qui est douce. Ça, c'était ce que je voulais, c'est bien. Mais ça donne une lumière qui est très neutre. Ça vous donne absolument pas un look, c'est vraiment fait pour filmer de la façon la plus neutre possible. Et quand on a derrière des fichiers vidéo qui vous permettent d'étalonner et vraiment de donner une teinte particulière à votre image ensuite en post-prod, ça peut être pratique. Comme ça, vous filmez un truc très très neutre et puis derrière, vous faites tout en post-prod. Moi, j'avais pas ce luxe-là, donc voilà, je voulais pas du tout utiliser de softbox. Ça ne correspondait pas à ce que je voulais faire. Et donc, en parallèle, pendant que je me creusais la tête sur ce point, voilà, vous voyez, je lisais les archives de Stanley Kubrick, qui est un excellent livre, hein, je vous le recommande, qui parle de la production en fait des différents films de Kubrick. Et puis donc je lisais le chapitre qui est dédié à Eyes Wide Shut, donc j'ai fait une référence très très appuyée à Eyes Wide Shut dans la vidéo de Lobster. C'est pas pour rien, c'est parce que avec Shining, Eyes Wide Shut est mon Kubrick préféré. Et donc je lisais ce petit passage que je vais vous lire, qui disait: pour éclairer les plateaux, Kubrick s'en tint principalement à sa stratégie habituelle de n'utiliser que des praticables, à savoir des éclairages propres à l'univers diégétique du film, comme les lampes d'intérieur, les réverbères, les guirlandes de Noël lumineuses. Donc ce que ça veut dire, c'est que Kubrick, en fait, il a éclairé tout Eyes Wide Shut, Eyes Wide Shut qui est vraiment un putain de film, quoi, avec des lumières du quotidien, quoi, des ampoules, des guirlandes, des machins, des trucs qui traînent, en fait, dans le décor du film. Donc moi, j'ai utilisé exactement la même technique.
la partie en fait où vous me voyez avec la caméra et vous voyez une lampe de chevet, voilà, sur mon armoire, c'est vraiment, avec la petite lampe LED aussi de l'autre côté, c'est vraiment la façon dont j'ai éclairé ma scène. Et c'est du matériel qui m'a rien coûté, quoi. La lampe LED que vous voyez, elle coûte 10 euros. La lampe de chevet, c'est une vraie lampe de chevet que j'utilise. Et derrière, j'utilisais le spot de mon salon, qui est le spot qui m'éclaire, même là actuellement, qui est le truc qui fait de la lumière dans mon salon, quoi. Donc ce que ça montre pour moi, c'est que vraiment avec juste un peu d'astuce et d'inventivité, on peut arriver à un résultat qui est pas trop mal, et que il faut toujours s'en référer aux bonnes références. Kubrick, les bons réalisateurs, voilà, eux, ils savaient ce qu'ils faisaient, voilà, et pas forcément écouter les vendeurs de technologie sur YouTube. Nous voici enfin au troisième point de cette vidéo. On va parler un petit peu de réalisation et de montage. Je vais évacuer tout de suite le point technique. J'utilise Adobe Premiere comme logiciel de montage. Je l'aime beaucoup personnellement. Je trouve que c'est, à mon sens, le meilleur logiciel de montage qu'on peut trouver sur Windows. Son concurrent direct qui est Sony Vegas, je ne connais pas du tout, mais pour moi la grande force de Adobe Premiere, c'est qu'il s'interface complètement avec les autres logiciels de la suite Adobe qui sont Photoshop, Adobe Audition qui est vraiment pas mal aussi lorsqu'on fait du montage qui permet de faire tout ce qui est mixage sonore, réduction de bruit et d'autres effets. After Effects évidemment qui permet de faire du motion design et quelques effets spéciaux, etc. Voilà, pour moi c'est vraiment le meilleur logiciel à utiliser quand on a un PC Windows. Je veux dire, enfin, c'est utilisé professionnellement, il y a des films qui sont montés dessus. En plus, il y a une logique qui est cohérente entre chacun des logiciels Adobe. Quand vous passez de Photoshop, on va dire, à Adobe Premiere, ce qui a été mon cas, parce que je faisais des petits montages Photoshop à la base avant de faire du montage pour me marrer. Quand j'ai démarré Adobe Premiere, j'ai pas été perdu parce que la logique, elle est cohérente, la logique des menus, elle est cohérente dans tous les logiciels Adobe, et ça, c'est vraiment cool. Donc voilà, moi j'utilise Adobe Premiere, je trouve que c'est le meilleur. Voilà, à vous de faire votre choix ensuite. Ensuite, moi en fait au niveau du montage, comment dire, c'est un truc qui m'a beaucoup passionné dernièrement. Je me suis beaucoup documenté et renseigné sur le montage, sur comment faire du montage, parce que moi je me suis rendu compte en fait en tant que spectateur que en fait, pour moi, le montage, dans ma vision, là je parle uniquement de mon point de vue à moi, pour moi c'est le plus important, on va dire, dans une vidéo, dans une création même filmique. Vous allez pouvoir corriger dans le montage des erreurs qui ont été faites lors du tournage, lors de la réalisation, lors du découpage. Et puis vous allez pouvoir apporter une couche supplémentaire de création. Je suis intimement persuadé que on peut arriver à une vidéo correcte même avec les pires rushs vidéo à la base, quoi. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des exemples dans l'histoire du cinéma, et j'en ai un que j'ai en tête là dernièrement parce que j'ai revu le film il n'y a pas très longtemps, qui est Les Moissons du Ciel. Les Moissons du Ciel qui est un film réalisé par Terrence Malick, et lorsqu'on se renseigne sur ce film, il est dit que Malick, lors de la réalisation, ne savait pas diriger ses acteurs, qu'il a fait énormément d'erreurs dans le découpage. Même lors de sa réalisation, il y avait pas mal de trucs qui clochaient apparemment, et que il a réussi à créer ce chef-d'œuvre qui est Les Moissons du Ciel après un montage qui a duré 2 ans. Et il y avait notamment des trous scénaristiques complets dans le film qui ont été comblés avec l'ajout d'une narratrice et des astuces de montage, et vraiment pour moi c'est un exemple qui montre que le montage c'est vraiment le truc le plus important dans la création d'une vidéo. Un certain nombre de bouquins que j'ai lus en fait m'ont confirmé dans cette vision que j'avais, et notamment Théorie du montage, qui est le bouquin qui m'a le plus inspiré pour la création de la vidéo de Lobster. Donc c'est un bouquin très, très théorique qui est pas du tout facile à lire et qui propose une théorie qui est pas du tout académique et qui, pour un esprit scientifique, pourrait paraître, on va dire, très abstraite. Pour vous résumer de façon plus claire, ce que ça raconte, ça explique comment il y a une énergie qui se déplace entre les images et comment les raccords en fait permettent de transmettre cette énergie de plan en plan. Voilà.
voilà ce que ça raconte. Je l'ai lu en entier, ce bouquin, et en fait, j'ai appliqué des règles qui sont énoncées dans ce livre lors du montage de la vidéo de Lobster, parce que en fait, j'ai remonté tous les extraits du film de Lobster que vous voyez dans la vidéo, en fait, ont été remontés par mes soins. Il n'y a rien qui a été piqué du film comme ça, tel quel, et mis dans la vidéo. Il y a environ, je pense, un cut tous les 3 ou 4 secondes dans la vidéo, donc il y a beaucoup de cuts. Mais en fait, derrière, vu que j'ai utilisé beaucoup d'astuces de raccord, on a une vidéo qui est vraiment, je trouve, très fluide, ouais, très fluide, pour moi, c'est le mot. Voilà, c'est vraiment l'esthétique que je voulais avoir sur la vidéo de Lobster à terme. Un livre que je suis encore en train de lire qui est Esthétique du montage, qui est beaucoup plus abordable que celui-ci, qui parle également de montage. Il parle notamment de la différence entre le découpage technique et le montage. Il fait un petit peu l'historique du montage, par exemple, lorsque Griffith, sur ses premiers films qui sont en fait des pionniers. En fait, les films de Griffith, c'est un réalisateur américain, c'est des pionniers, on va dire, dans la mise en scène et dans la façon de découper et monter les films. Par exemple, le fait qu'un personnage qui rentre, alors attendez, je réfléchis, qui rentre dans une pièce en sortant par la droite, enfin par là, de l'écran, il va réapparaître dans la scène d'après par ici. Ouais, tout ça, c'est des choses qui n'étaient pas forcément évidentes quand on a inventé le cinéma à la fin du 19e siècle et qu'on l'a exercé plutôt au début du 20e. Tout ça, c'était pas forcément évident. Et voilà, ce bouquin parle de ça. Il parle de techniques de raccord, du montage cut, enfin pas mal de choses. C'est vraiment assez intéressant, je vous le recommande. Un autre bouquin que j'ai bien aimé, c'est Réaliser ses films plan par plan. Alors celui-ci, je ne l'ai pas lu en entier, je l'ai vraiment feuilleté un peu en diagonale. En fait, c'est un énorme tutoriel sur comment faire un film, comment faire un court-métrage. Ça brasse de tout. Là, vous voyez, par exemple, là, il y a une feuille sur le storyboard. Ça parle aussi de montage, ça parle de composition, ça parle des règles de réalisation, la règle des 180, la règle des 30 degrés, etc. Donc c'est vraiment du B à bas, on va dire, pour quelqu'un qui voudrait réaliser un court-métrage ou une vidéo avec un petit peu de mise en scène, comme la vidéo de Lobster. Assez intéressant. Voilà, tous ces bouquins, je les ai trouvés à la Fnac. C'est trouvable assez facilement. Évidemment, je l'ai cité tout à l'heure, mais les archives de Stanley Kubrick, super bouquin, voilà. Enfin, franchement, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment une pépite d'avoir accès à des bouquins comme ça, quoi, où vraiment il y a le backstage, on va dire, de la création d'un film, en fait, voir les coulisses, les difficultés techniques, tous les astuces, tous les trésors d'ingéniosité qu'il faut pour faire un film. Et puis, moi, ce que j'aime beaucoup dans ce livre, c'est que ça raconte aussi en parallèle la carrière de Stanley Kubrick, et qu'on se rend compte qu'au-delà du génie, évidemment, qui est Stanley Kubrick, c'est aussi un énorme travailleur, et que le talent, c'est pas quelque chose qui est inné, qui tombe comme ça, c'est vraiment un truc de travail, de persévérance, et ça fait vraiment du bien de lire des bouquins comme ça, de se rendre compte que Kubrick, son premier film, c'était un truc pas ouf, que lui-même l'a renié, que ça a été fait avec très très peu de budget, mais qu'en fait, quand on voit l'ensemble de sa carrière dans ce bouquin, on se rend compte à quel point ce premier film, il est super important, parce qu'il s'est fait la main dessus, parce qu'en faisant ce film, ensuite, il a pu rencontrer un producteur qui lui a permis d'avoir un premier budget pour un autre film, etc. etc. Et voilà, et en fait, ce bouquin raconte tout ça, et voilà, je ne peux que vous le recommander. En plus, si vous aimez Kubrick, franchement, foncez, quoi. Et un bouquin, en fait, que j'ai eu que très dernièrement, et que j'ai pas eu du tout eu au moment où j'ai fait la vidéo de Lobster, mais je vous en parle maintenant parce que ça me permet d'aborder un point qui est, à mon sens, très important. La composition en photographie, voilà, donc ça c'est un livre, je vais vous montrer rapidement, qui vous explique comment composer une image, vous voyez, donc avec une photographie ici, et ensuite des explications, et en fait
en gros, le schéma théorique de la composition de cette image. Vous voyez, il y a un triangle, voilà, qu'on retrouve ici, par exemple. Ça parle aussi des points d'attirance de l'œil, des règles vous savez, le quadrillage avec voilà, les lignes. Putain, je perds mon vocabulaire, mais en gros, une image peut être divisée en 9 carrés, ces lignes de force, etc. Et si vous posez certains éléments de votre composition sur ces lignes, ça donne pas forcément le même effet. Alors j'en parle très très mal, mais en réalité, je connais déjà un peu ces concepts. Moi, j'en parle parce que dans la vidéo de Lobster, moi, j'ai utilisé que des plans fixes quasiment. Et on va dire que je trouve que le plan fixe et du coup la composition photographique qu'il amène, parce que lorsqu'en fait l'image est fixe et qu'on n'est pas tout le temps en train de bouger ou de suivre le sujet, on peut amener un travail de composition, c'est-à-dire choisir ce qu'on met dans l'image et la façon dont on ordonne ces choses dans le cadre. C'est tout le travail de la composition. Pour moi, je trouve que c'est un travail qui est très important. Et en fait, dans le cinéma classique, le cinéma des années 50 hollywoodien, mais également en ce moment, je suis en train de redécouvrir de découvrir plutôt le cinéma japonais. Je pense notamment à Ozu, qui est un cinéaste japonais qui travaille quasiment uniquement avec des plans fixes, avec très très peu de mouvements de caméra. Et en fait, ça donne une image qui derrière est certes statique, mais qui a une aura, un impact, on va dire, sur la rétine, en tout cas sur moi personnellement, qui a un impact sur la rétine qui est beaucoup plus fort, en fait, je trouve, qu'avec une réalisation moderne qu'on a actuellement, où on est toujours en train de suivre le sujet au plus près, en plus avec tous les stabilisateurs qu'on a qui permettent d'avoir une image vraiment fluide et bien stabilisée, et même quand on a un style caméra portée où on fait exprès vraiment d'avoir la caméra qui bouge, je trouve qu'en fait on perd de cette magie de la composition, de ce charme en fait d'avoir des images qui soient belles en fait juste parce qu'elles sont bien composées. Et voilà, et je voulais vous en parler parce que je trouve que voilà, c'est un point très important. Et je pense que même si j'avais eu du matériel plus performant pour faire la vidéo de Lobster, je pense que j'aurais vraiment fait la quasi-totalité en plan fixe. Et si même demain, imaginons, j'ai été amené à réaliser un court-métrage, je pense que dans mes canons esthétiques qui sont les miens, j'utiliserai beaucoup de plans fixes avec un travail de composition important derrière. Parce que ça correspond à mes goûts, parce que je trouve que c'est vraiment ce qu'il y a de plus beau, quoi. Si j'ai fait cette vidéo technique, c'était vraiment pour montrer que avec peu de moyens et avec de l'envie et de façon autodidacte et amateur, on peut arriver à un résultat qui est vraiment pas mal. Moi, je suis personnellement très fier de la vidéo de Lobster. Voilà, moi, c'est un véritable message d'encouragement que je voudrais diffuser à travers cette vidéo à tous ceux qui auraient envie de faire de la vidéo, de se lancer dans YouTube, de faire des choses ambitieuses. Voilà, moi je vous dis, lancez-vous, soyez travailleurs. J'ai peut-être dit sans doute beaucoup de conneries dans cette vidéo parce que j'ai un savoir qui est parcellaire, parce que j'apprends toutes ces choses-là sur mon temps libre de façon autodidacte. Mais avec du travail et avec de la persévérance, j'arrive à un résultat qui est quand même pas trop mal. Et je pense que n'importe qui aurait pu faire la vidéo de Lobster avec suffisamment de motivation, d'idées, d'ingéniosité. Parce que ce que j'ai montré aussi dans cette vidéo, c'est qu'il n'y avait pas de moyens, il n'y avait rien, quoi. Enfin, j'ai énoncé les 1283 € de budget en début, mais en réalité, il n'y a pas de budget sur cette vidéo. Tout est subventionné par ma propre richesse. Et puis, je suis tout seul à la faire, à toutes les étapes. Et voilà, et je sais plus quoi dire, mais en gros, voilà, n'ayez pas peur de vos ambitions, n'ayez pas peur de vouloir faire des projets, soyez juste patient, travailleur, persévérant, et vous arriverez au résultat que vous espérez, je pense. Enfin, en tout cas, c'est ma conviction. Voilà, écoutez, je pense qu'on va se laisser là-dessus. J'espère que ça n'aura pas été trop brouillon et trop cafouillis et compagnie. Encore une fois, je suis désolé. Après, ça reflète un petit peu ma personnalité. Je suis très dans tous les sens. Voilà, c'est comme ça que je suis. Et vous comprenez pourquoi c'est difficile pour moi de faire des vidéos souvent.
Voilà, donc écoutez, on se retrouvera prochainement pour la vidéo bilan, probablement avec FEC. Je l'espère pas tout de suite parce que là, je prends le temps vraiment de me poser. Et voilà, donc à bientôt pour la vidéo bilan. Et puis prenez soin de vous, quoi, tout simplement. Ciao.